Alors, Ris, on est au Mémorial de la Shoah et c'est l'exposition de tes dessins sur le procès de Maurice Papon, 1997-98. Papon, c'est le seul haut fonctionnaire de Vichy qui a été condamné pour crime contre l'humanité. C'est un procès qui était historique, que tu as suivi. Que j'ai suivi pour le journal Charlie Hebdo. À l'époque, je travaille toujours au journal Charlie Hebdo et j'avais déjà suivi le procès de Paul Touvier. Et quand l'échéance du procès Papon, qui allait enfin avoir lieu, a été annoncée, je me suis dit, il faut aussi que je suive le procès Papon. C'est-à-dire que le procès Papon est devenu lui aussi un événement historique, qui parle d'un autre événement historique qui a lieu des années avant. Donc c'était ça un peu la difficulté. Raconter ce qui s'était passé de 1942 à 1944 à Bordeaux, mais raconter aussi ce qui s'est passé à Bordeaux de 1997 à 1998, durant ces 6 mois au procès de Maurice Papon. Ce dessin, c'est le premier dessin que j'ai fait quand le procès a démarré, parce que j'aime bien dessiner la salle d'audience pour qu'on voit un peu l'endroit où on va vivre pendant 6 mois en fait. On sache un peu où les gens sont positionnés. Alors au début, on avait des places dans le public, donc là je l'ai dessiné à partir du public, enfin en premier rang. Mais après, on avait obtenu des places à côté de Papon, derrière l'avocat général, juste dessous le président. Et c'est vrai que c'était une place privilégiée, puisqu'on était les seuls. En tous les cas, moi, comme dessinateur, journaliste de Charlie, j'étais le seul parmi tous les journalistes à être physiquement dans le prétoire. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est à côté des acteurs, on entend ce qui se dit, on entend ce qu'ils font, on voit leurs gestes. C'est beaucoup plus vivant, quoi. Et on sent la tension, il y a une vraie tension dans le prétoire, qu'on ne peut pas sentir quand on est trop loin, en fait. Ensuite, on aborde la personnalité de Papon. Alors, la personnalité de Papon, on va aborder sa biographie avant la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait avant la guerre, jusqu'au moment des faits qui vont lui être reprochés. Et ensuite, on va reprendre sa biographie après la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il était obligé de se justifier de ce qu'il avait fait après-guerre. Avant même d'aborder les faits, déjà, on voyait que c'était un fonctionnaire extrêmement dur, et donc ça n'augurait rien de très rassurant pour ce qu'il avait pu faire pendant la guerre. Voilà. Oui, on ne peut pas dire que c'est un vieillard grabataire qui a été jugé, c'est tout le contraire. Parce que pendant l'instruction, pendant 15 ans, il a traîné des pieds, il répondait pas, il était extrêmement désinvolte. Et là, ça te le montre très bien, il est tout de suite vibrillonnant et il va se défendre bec et ongle tout le long du procès en monopolisant la parole. Donc après l'examen de la personnalité de Papon, on fait témoigner les témoins de moralité. Et tous ont fait une peinture flatteuse de Papon, sachant qu'en fait aucun ne l'a connu pendant la guerre. Ça révélait plutôt un esprit de caste en fait. On voit aussi les contradictions, même si c'est des grands résistants, même si par ailleurs ils ont joué un rôle tout à fait respectable, leur perception aussi des événements, je ne vais pas dire qu'elle est démentie par l'histoire, mais on peut être acteur de l'histoire, ça ne veut pas dire que forcément on perçoit bien tout ce qu'a été l'histoire en fait. Et heureusement, il y a des historiens qui... Alors les historiens arrivent pour nous éclairer, parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, et c'est vrai que, faut jamais oublier qu'on est devant un jury populaire, donc c'est des Français lambda qui se retrouvent à avoir la responsabilité écrasante de juger un personnage comme Papon, et de juger aussi ce qui s'est passé durant une époque. Donc la présence des historiens, elle était importante parce qu'elle permettait de donner des faits,
ne pouvaient pas penser qu'un Papon était juste un petit exécutant sans marge de manœuvre. Ça a influencé aussi les jurés. Ça les a éclairés, parce que c'est vrai que c'est pas facile de comprendre ce qu'a fait Vichy, surtout sur la question de la persécution des Juifs. Il y a une progression, il y a une évolution dans cette persécution. Ce qui a été compliqué, c'est de trouver des gens qui pouvaient témoigner de ce qu'il avait fait à la préfecture. Et donc ce bureau faisait des choses comme par exemple la distribution des étoiles juives. Et donc en fait après le procès se déroule de la manière suivante, sont examinés un par un tous les convois de juillet 1942 jusqu'à 1944 pour voir quelle est la responsabilité de Papon dans la mise en œuvre à chaque fois de ces convois. Donc on examine convoi par convoi en fait. Donc se succèdent à la barre les parties civiles, les enfants ou les personnes qui ont vu certains membres de leur famille arrêtés ou déportés. Donc c'est encore des témoins directs de cette époque-là. Certains étaient jeunes, certains étaient enfants, certains ont vu leurs parents arrêtés. Les personnalités qui témoignent, elles n'ont pas connu Papon à l'époque. Donc c'est des discours d'après-guerre en fait, c'est un peu des reconstructions qu'ils font. Là on a des gens qui ont vécu les événements. Donc leur témoignage, je ne vais pas dire qu'il est plus précieux, mais il est au plus proche de l'événement et de ce qui s'est passé. Alors que tous les témoins de moralité, ils n'ont pas connu Papon pendant la guerre, donc ils racontent un peu un Papon qu'ils ont reconstruit après-guerre. Et puis tu aimes aussi retranscrire ce que tu appelles des moments de justice pure, quand on a une victime qui se met tout d'un coup à avoir le courage de fixer Papon. On essaye de restituer comme on peut en dessin, mais on ne peut pas caricaturer ça, ça vous tétanise. C'est un moment unique et furtif. Voilà. Il y a une question qui a traversé tout le procès, c'est qu'est-ce que Papon savait de ce qui arrivait aux personnes qui étaient déportées. Débat d'ailleurs qui est presque toujours aussi vif. Donc les avocats des parties civiles produisaient des documents qui montraient comment dans la presse, à l'époque, avant-guerre déjà, dans les années 30, on savait que le régime du Troisième Reich était un régime de répression, où les gens étaient assassinés. Donc on pouvait imaginer qu'en 1942, quand on déportait des femmes et des enfants vers l'Allemagne nazie, il allait leur arriver des choses tragiques, même si on ne savait pas quoi exactement. Le Troisième Reich, c'était pas l'endroit où les gens allaient être en sécurité quand ils étaient juifs. Donc quand on est préfet secrétaire contrôleur d'une préfecture à Bordeaux et qu'on envoie par wagon des personnes âgées ou des enfants vers l'Allemagne nazie, on peut se douter qu'il va leur arriver des choses tragiques. Même si on ne sait pas quoi exactement, il va leur... Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Et on voyait bien, même eux, en fait, même Papon, à un moment donné, s'est trahi. Je crois que c'est... je crois qu'il a dit comme ça qu'un soir à Noël, avec sa femme, il avait une pensée pour le sort funeste de ces pauvres gens. Donc il s'est un peu... Il allait s'entendre qu'en fait lui-même avait compris à l'époque que c'était une tragédie qui était en train de se jouer et dont il était un acteur principal à Bordeaux. Papon résistant, on n'a jamais été très convaincu par ça non plus. Je ne vais pas le rajouter. Ça, c'est un des moments du procès quand même assez frappant. On nous avait dit que Papon avait été résistant. Ouais. Tout le monde pensait ça. Ouais. En fait, ça fait pchi. Ouais. Quand on évoque, mais c'est quoi concrètement la résistance de Papon? Rien. Personne ne peut dire qu'est-ce qu'il a fait. Rien. C'est vraiment fort, ça, à moment, parce que... Il prétendait avoir sauvé des gens. Enfin, on n'a jamais vu quelqu'un qui est venu à la barre en disant j'ai été sauvé par Maurice Papon. Ça, on n'en a jamais vu, ça n'existe pas, quoi. Donc c'était vraiment une construction, en fait, le Papon résistant. De l'après-guerre. De l'après-guerre. Oui, la dernière étape d'un procès, c'est les plaidoiries. Alors les plaidoiries, vu le nombre d'avocats, c'est vrai qu'il y a toujours un déséquilibre, parce que comme il y a énormément de parties civiles, il y a beaucoup d'avocats pour les parties civiles, mais il faut aussi que l'accusé qui a 2 avocats ait un temps presque équivalent. Donc je crois que la plaidoirie de Maître Varro, elle a duré 2 jours ou 3 jours. C'est la plus longue, il se vantait d'avoir fait la plus longue de l'histoire. Je pense pas que les avocats des parties civiles étaient en désaccord sur la culpabilité. Après, il avait 87 ans. Bon, après, il y a ça, c'est comme dans tous les procès. Le niveau d'implication, il peut être, on le prend en compte avec les années. Bon, les Clercel voulaient 10 ans, d'autres voulaient autre chose. Bon. Mais c'est vrai qu'à 87 ans, ce qui comptait, c'était la condamnation, à mon avis. Mais c'est vrai que quand on regarde en détail le verdict,
Il a été condamné pour complicité d'arrestation illégale, il a été condamné pour complicité de séquestration illégale, mais il n'a pas été condamné pour complicité d'assassinat. Voilà, donc ça donne à réfléchir. Voilà. Dans ce procès-là, il y avait suffisamment d'éléments pour autoriser le jury à le condamner pour complicité d'assassinat, parce que je pense qu'il savait que ces gens ne reviendraient jamais, en fait. Qu'ils les envoyaient d'une manière ou d'une autre à la mort. Même s'ils ne savaient pas exactement comment ça allait se passer, ils ne reviendraient jamais. Voilà.